Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Bonjour. 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 Comment allez-vous ? Bien, super. N'hésitez pas à vous rapprocher, on est entre nous. Hein, c'est un yokai cosy, donc n'hésitez pas à venir devant. Cosy yokai. Aujourd'hui, librairie Rokai. Je ne suis pas toute seule. Mathieu n'a pas pu venir, évidemment. Mais j'ai avec moi deux petits yokos. J'ai Neko qui est malade. Miaou. Et j'ai Nucker qui nous vient De Londres. de Londres. Wow. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, même si c'est des chaises de festival, hein, on fait ce qu'on peut, c'est un festival ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, en direct, en public. Merci à tous et toutes d'être venus. Je suis Amandine, votre host pour le jour, avec mes deux petits invités. L'idée du jour est venue d'un collègue. Je suis sortie du placard au travail et j'ai dit que je faisais un podcast. J'ai fait écouter et on m'a dit « J'ai rien compris, c'est trop niche ton truc ». C'est trop niche, j'ai vraiment rien compris. Alors la thématique du jour, ça va être d'expliquer avec votre expérience, notre expérience. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un yokai pour des gens qui découvriraient. Alors déjà, on va commencer par un petit sondage. Qui connaît le podcast ? Donc on a des personnes qui découvrent aujourd'hui, donc je vais mettre un peu de contexte pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui. La librairie Yokai, c'est un podcast qui traite de folklore japonais. Donc nous prenons une légende, nous prenons une créature que nous explorons chaque mois avec Mathieu, en long, en large, en travers et en discrétion. Et Surtout en digression. Surtout en digression, on digresse pas mal digresse pas mal d'ailleurs, on m'a corrigé une fois, c'est à cause de Mathieu, ça. On digresse pas mal avec Mathieu. On va essayer de pas trop digresser aujourd'hui puisque nous avons un timing que nous devons respecter. Il y a des gens qui viennent après. D'ailleurs, qui c'est après nous ? Nous avons une table ronde sur une photographie du monde de la fiction sonore. Ils sont juste là, ils sont déjà prêts, ils sont dans les starting blocks. Donc voilà, aujourd'hui avec mes deux acolytes. Donc on n'a pas la représentativité aujourd'hui, je suis désolée, il y a deux hommes et une femme, mais on fait ce qu'on peut. Donc nous allons traiter du yokai. Donc puisque certaines d'entre vous découvrent le podcast, ça va être d'autant plus intéressant. Et je vais vous jeter directement dans l'eau du bain. Selon vous, comment on décrirait un yokai ? Qu'est-ce qu'un yokai ? Nucker, tu commences ? Ouais, je peux commencer. Je sais pas. Tu sais quoi ? Je vais te laisser réfléchir parce qu'on a un petit message que j'ai oublié de diffuser. Bonjour et bienvenue. Ah, non, ça va pas. Bonjour et bienvenue. Ah, c'est mieux là. Ouais, mais du coup, non, ça va pas. Bonjour et bienvenue à la librairie. Ah mais, je voulais mettre une petite musique, attendez. Bonjour et bienvenue à la librairie Yonkai. Amandine pourra traduire cette fabuleuse blague qui, j'espère, aura fait rire tout le monde. Écoutez, on m'a demandé de faire une petite vidéo rapide pour dire un petit coucou, parce que je ne peux pas être là vivant au Japon actuellement, donc ça c'est point positif de vivre au Japon, ça aussi c'est point négatif.
Donc je vous souhaite une bonne écoute. Enfin, je sais même pas si ce sera diffusé au début ou à la fin. Donc je vous souhaite une bonne écoute, ou j'espère que vous avez eu une bonne écoute. Et je vous dis à la prochaine fois sur le prochain épisode de la librairie Yokai. Et profitez bien de cet événement. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Merci à Mathieu. Il est dans le chat si vous êtes sur Twitch. La blague, alors, Yonkai Yokai. Yonkai, ça veut dire 4e prise, 4e fois. Donc voilà, Yonkai Yokai. Une blague de Mathieu, quoi. Donc, tu as eu le temps de réfléchir, Naka? J'ai eu un petit peu le temps de réfléchir, ouais. Je pense que les yokai, ça englobe un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en termes de mythes et de légendes. Les monstres aussi, les fantômes avec les yohei. Je me posais une question, est-ce qu'il y a une traduction française du mot yokai? Il y en a pas parce que justement, comme tu le dis, ça reglobe tellement de créatures, de phénomènes différents que c'est compliqué de lui donner une traduction. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on va utiliser le terme yokai d'ailleurs pour décrire ces phénomènes-là. Certaines fois, vous pouvez voir notamment en anglais goblin. Gobelin du coup, mais moi j'avoue que je suis pas très fan de cette définition-là parce que je trouve qu'elle recoupe absolument pas tout ce que on va avoir dans le phénomène yokai. Après, on en a déjà parlé, Mathieu et moi, on a tendance à vraiment prendre le spectre très large et à mettre les kami aussi, donc les divinités. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut traiter plus de choses dans le podcast. Voilà. Mais c'est vrai que si vous allez sur Internet et que vous regardez des Japonais discuter du phénomène, ils sont même pas d'accord entre elles et eux. Donc c'est vraiment très très large comme scope. Est-ce qu'on pourrait parler d'un lore mythologique japonais? Pour moi, ça correspond plus au lore, effectivement, au lore mythologique japonais. Neko, as-tu quelque chose à ajouter? Le simple mot yokai, il y a 2 kanji, yo qui signifie mystérieux et kai, apparition, phénomène. Donc finalement, ça résume un peu tout ce qui est le yokai. C'est des phénomènes mystérieux. Donc ça regroupe des événements, des créatures, des fantômes, un peu tout ce qui est étrange dans la mythologie japonaise. En fait. La mythologie, le lore, je pense que ça peut être une bonne définition qu'on peut donner. Après, évidemment, on va pas arrêter l'émission maintenant. Hein. C'est bon, on a donné une définition. On arrête. À plus. Non, on va aller un petit peu plus en détail dans le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on repasse en vue quelques créatures qui font partie de ce lore. En premier, je vous ai mis le kitsune avec une vieille illustration, sans doute de Toriyama Sekien, je l'ai pas noté, mais je reconnais un petit peu sa patte. On se souvient, si vous êtes auditeur, auditrice de la librairie Yokai, Toriyama Sekien, il a fait énormément de représentations physiques en fait des yokai. Il a donné aussi beaucoup de représentations physiques, puisque jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, au Moyen Âge, finalement, les yokai, c'était juste des choses qu'on se répétait, des histoires qu'on se passait d'une personne à l'autre au coin du feu, au coin de la lanterne, pour se faire peur, entre autres, mais aussi pour expliquer des phénomènes inexpliqués. Alors le kitsune, je pense que celles et ceux qui nous connaissent bien cette créature. Le renard métamorphe, le renard qui a plusieurs queues. Il n'y a pas de blague là-dedans, même si vous voulez en voir une. Qui a plusieurs queues, notamment, qui se développe au fur et à mesure de son âge et de l'acquisition de ses pouvoirs. Le kitsune, c'est peut-être une explication, justement on parlait de phénomènes inexpliqués, de personnes qui auraient potentiellement des maladies mentales et qui auraient des doublements de personnalité, ce genre de choses. Ça pourrait être une explication pour ce genre de comportement. On parle aussi de kitsune tsuki. Je vous rapporte à notre double épisode sur les kitsune qui était takes, comme on dit en Bretagne, qui était assez épais, où effectivement on a exploré un peu le kitsune tsuki, qui est comment on appelle ça, quand on est possédé par l'esprit du kitsune. Donc ça, c'est une créature qui effectivement n'a rien à voir avec un gobelin, pour le coup. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec la définition qui peut être anglaise. Par contre, au côté gobelin, nous avons les tengu. Est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer dans l'explication du tengu? Neko, vas-y. C'est une créature au long nez, mi-homme, mi-oiseau, qui trouve son origine dans la mythologie chinoise, comme beaucoup de yokai. Il est un peu le gardien des montagnes, il me semble.
et attaque les humains qui profanent son territoire et la nature, à la montagne précisément. Et la religion aussi. Il y a une très forte dimension religieuse au Tengu. Il attaquerait notamment les moines qui sortent un peu du chemin. On va dire ça comme ça. Qui sortent du chemin. Il a un petit peu de méchanceté envers ces personnes-là, on va dire ça comme ça. Et très bon bagarreur. Maître des arts martiaux. Donc encore une fois, on s'éloigne encore du spectre du gobelin. Donc il y a vraiment... on va dire que cette définition anglaise, elle est... Je suis pas du tout d'accord avec la définition du gobelin. Donc le yokai est un yokai. Passons au préféré de Mathieu, le Kalakasa. Alors là, on sort complètement du spectre qu'on avait vu. On est sur les objets animés, les Tsukumogami. Donc le Kalakasa est une ombrelle, non pas un parapluie, puisqu'à l'époque où il a été créé, on n'avait pas trop encore de parapluie, donc c'est plutôt une ombrelle qui n'a qu'une jambe, qui a une langue, un œil et qui effectivement de temps en temps a des bras. Donc lui, il sert à quoi ? Il sert pas à grand chose, pour être honnête, ni à expliquer quoi que ce soit, ni ni à la limite à amuser la galerie. Donc là, on rentre dans une autre dimension encore. Donc pour vous expliquer à quoi fait référence un yokai, beaucoup de choses. Et le dernier, j'étais obligée de le mettre. Voilà. Alors là, on est face à quoi ? Alors on est sur Twitch, j'espère que... Désolée, la régie. On est sur un homme qui a à la place de son orifice anal un œil. Qu'il aime vous montrer. Voilà, c'est sa passion. Il aime bien venir. Alors, on aimait bien dire avec Mathieu qu'il avait sans doute un imperméable le soir dans la rue et qu'il enlevait son imperméable pour vous montrer son œil. Voilà. Donc là, on est vraiment sur le ressort d'amuser la galerie. Donc c'était aussi pour vous montrer la variété finalement des yokai, qui est beaucoup plus large que ce qu'on va trouver dans notre lore à nous finalement, puisque notre lore, on aime bien le dire dans le podcast, on a un peu tendance à l'oublier finalement. Mais vous, quel est votre yokai préféré ? C'est celui-là. C'est celui-là ? Il me fait rire. Pourquoi ? Il est totalement... comment dire, libre, désinhibé. C'est une façon de voir les choses, oui. Mais non, moi, mon préféré, je pense, c'est la Yuki Onna, la femme de neige. Ah, comme moi, pareil. Pareil. D'accord ? Moi, j'aurais tendance à dire le Kalakasa. Le Kalakasa, comme Mathieu. Parce que c'est un des tout premiers yokai que vous avez abordé dans la librairie yokai. Et du coup, ça représente bien la différence principale qu'il y a entre comme tu disais, les lores européens ou occidentaux et le lore japonais, parce que ce genre ce genre d'entité, on les a juste pas en Europe, en fait. On n'a pas finalement, nous, on a oublié beaucoup de notre lore aussi, il faut le dire. Selon certaines régions de France, on a quand même pas mal oublié un peu tout ça. Ça s'est un peu perdu au fur et à mesure de l'histoire parce qu'on s'est détaché finalement de tout ça, notamment à cause, entre guillemets, de la religion, forcément, qui a imposé un dieu monothéiste et qui a un peu mis de côté, jeté avec l'eau du bain, comme on disait dans le chat, effectivement, les créatures qui ne correspondaient pas à ce lore. Mais, remontons, on aime bien le faire dans les librairies yokai, aux origines du yokai. Tu voulais nous parler de quelques créatures aujourd'hui, Knocker ? Très rapidement, oui. Très rapidement. Moi, la première que j'ai dans ma liste, c'est la Nuleonna. Ouais. La Nuleonna, on l'a pas traitée, pas dans mon souvenir, dans la librairie yokai. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était une sirène, pour être honnête, mais on est plus sur la femme serpent. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette créature, Knocker ? C'est une créature de l'eau et je pense que ça va être ce qui va être le plus facile pour nous à comparer si on compare on va commencer à comparer des créatures de l'eau et des créatures japonaises et des créatures occidentales qui est assez mauvaise avec les gens, qui va être là pour prévenir. Non, pas pour prévenir, mais pour l'histoire de la Nuleonna, elle va être là pour prévenir les gens d'un danger près de l'eau.
et j'aurais tendance à la comparer à la fée Mélusine. Qui aussi, alors maintenant on la voit un petit peu comme une sirène, je sais pas. Il y a des gens qui connaissent la fée Mélusine dans le public. C'est une femme serpent aussi. On la voit plus maintenant comme une sirène. Moi je la connais parce que étant vendéen, c'est une légende qu'il y a au niveau de Parthenay, mais dans tout l'ouest de la France, elle existe. Elle est, alors si je me souviens bien, elle était dans son bain, elle cachait le fait qu'elle avait une queue de serpent, une queue de sirène, et un jour son mari l'a vue dans son bain et elle s'est envolée par ce qu'on appelle la tour Mélusine à Parthenay. Mais c'est quand j'ai vu la Nouréona et la fée Mélusine, et je crois que Neko t'as eu la même réaction, c'est une femme qui a une queue de serpent et qui a exactement les mêmes points communs que la Nouréona. La seule différence qu'il y a, c'est, comme tu disais tout à l'heure, la religion, où à un moment la religion chrétienne est passée par là, et c'est quelque chose qu'on verra beaucoup sur les légendes françaises et les légendes occidentales en général, où le christianisme a fait évoluer les légendes païennes pour leur donner un côté un peu plus religieux, expliquer les choses différemment. Ce qui, je pense, avec les yokai, c'est pas forcément passé. On est encore sur des monstres et des entités qui sont très très anciennes et très et qu'on peut changer en fait depuis, je dirais, depuis le 5e, 7e siècle. Qu'on peut évoluer finalement en restant dans leur lore, en restant dans leur bain, dans leur jus, pour rester sur la métaphore du bain. Et on a plus tendance à inventer des nouvelles créatures, on en parlera tout à l'heure, mais plutôt qu'à retravailler l'ancien lore finalement. Et toi, tu parlais de prévenir des dangers avec la Nouréona. Ouais. Moi, ça me fait penser au Banshee. Ouais. Alors, on n'est pas sur la même apparence physique sur la Banshee, mais on est quand même sur une créature qui va avoir tendance à crier pour vous prévenir d'un danger, pour vous prévenir que quelque chose arrive. Et ce qu'on voulait explorer par rapport à cette section justement dans le podcast, c'était que justement, quand on remonte aux origines de nos mythes, on se rend compte que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou en Afrique, on va avoir des choses qui vont se ressembler finalement dans les origines. Donc Mélusine, là, on est exactement sur la même apparence et on est sur quand même quelque chose qui est assez semblable. Et moi, ça m'évoque aussi la Yuki Onna, dans le sens où c'est une femme qui cache quelque chose, qui cache un secret et qui un jour est découvert par la personne avec qui, sans doute un homme, à l'époque les mœurs étaient comme ça, qui va découvrir le secret et qui va justement s'échapper ou disparaître, etc. T'as quelque chose à rajouter du coup sur la Nouréona, Neko ? Non, Necker ? Non. La prochaine, c'était la Ningyo. Et celle-là, Neko, je sais que tu l'aimes bien. Oui. Tu as un titre, je crois. Oui. Un titre de musique que tu as créé qui s'appelle Ningyo. Oui, exactement. Et donc la Ningyo, pour toi, c'est la Ningyo, c'est la sirène par excellence. Alors, dans les représentations d'origine, elle avait un visage plus monstrueux et l'Occident étant passé par là, elle a repris certains traits de la sirène nordique, donc la femme à queue de poisson. Et elle est finalement très proche en termes de légende que la sirène nordique. On a quand même une apparence qui est quand même repoussante, donc on est loin de la sirène traditionnelle. Oui, on est moins dans la sirène très séductrice. Que nous on connaît effectivement, même si elle séduit avec sa voix. On a quand même un physique qui est assez avantageux dans la plupart des légendes, quoique dans les romans que j'ai tendance à lire récemment, on part plutôt sur la sirène monstrueuse, mais avec une jolie voix qui vous ensorcelle, justement. Et toi, Necker, tu la comparais aux sirènes, justement, aux sirènes classiques, et là, on est sur deux représentations très avenantes, j'ai envie de dire, physiquement avenantes, en tout cas. Quel parallèle t'as pu faire entre les deux, Necker ? Encore une fois, pour rebondir sur le côté horrifique, la sirène à la base, c'est quelque chose d'assez horrifique.
c'est encore une fois la fin de l'époque médiévale en Europe qui a créé des versions un peu plus glamour des sirènes, et le début du XXe siècle et l'avènement du cinéma aussi, qui a vraiment changé la perception des sirènes. Mais à la base, les deux types de sirènes sont tout le temps horrifiques. Après, je sais qu'on va parler des dragons. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, une différence qu'on a entre les sirènes et l'équivalent yokai, et pareil pour les dragons, où nous on parle de sirène en général. On ne connaît pas vraiment une sirène qui a un nom. C'est la même chose pour les dragons. Alors que sur le yokai, il y a vraiment un besoin d'aller très profond dans l'histoire du yokai. On lui donne une personnalité, on lui donne un nom, on lui donne même un lieu où elle vit. Les sirènes, même si on part sur l'Iliade et l'Odyssée, il y a un endroit global où on va voir des sirènes, mais on va pas rencontrer une seule sirène qui habite à cet endroit, et c'est juste un danger permanent dans l'eau. Mathieu dit dans le chat, à très juste titre, quand on sait que certains mythes servaient à organiser la société, à mettre des bornes à respecter, c'est intéressant d'étudier les similitudes entre les différents pays. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en exergue aussi. Il nous conseille le manga Meshi Dungeon, Glouton et Dragon, dans lequel pas mal de figures de monstres sont développées. Alors, je ne connais pas du tout ce manga, donc je ne pourrais pas vous en parler malheureusement. Je vous invite à vous rapprocher de Mathieu pour lui demander plus d'infos sur le manga. Et donc, t'en parlais, le prochain sujet, c'est les dragons. Toi, tu nous avais choisi le Tatsu. Le Tatsu, ouais. Le Tatsu, qui est alors le dragon tel qu'on se le représente en Europe et comme on se le représente en Asie est bien différent. Il a une apparence beaucoup plus serpentesque en Asie. Je vous invite à vous souvenir, si vous avez joué à Zelda, où vous avez des dragons qui volent. Pour le coup, vous avez des dragons de plusieurs aussi éléments différents, dragons dans le ciel, dans l'eau, etc. Donc le Tatsu va plutôt se rapprocher de cette apparence-là, effectivement. Et tu l'avais comparé. Tu m'avais aussi évoqué le Namija. Celui-là, je le connaissais pas. Donc, dragon plutôt d'eau, a priori. Ouais, je l'ai découvert en même temps en faisant les recherches, parce que j'essayais de... La façon dont je l'ai fait, j'ai regardé les dragons que je connaissais en Europe, et j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres des équivalents, mais pas forcément des équivalents physiques, même si sur les dragons c'est assez facile d'avoir des équivalents physiques. Et c'est tout le temps le thème de l'eau a toujours été un thème récurrent entre les yokai et les légendes européennes, ce qui est assez logique. Moi, venant du Royaume-Uni, c'est une île, le Japon, c'est une île, donc on s'imagine quand même qu'il va y avoir beaucoup de légendes sur l'eau. Sur l'eau, il y a énormément de yokai d'eau. C'est vrai que je m'aperçois qu'on n'en a pas traité énormément dans la librairie yokai, mais souvent ils sont très complexes parce qu'ils sont très locaux. Ils vont être très délimités à une seule région finalement du Japon, donc c'est un peu complexe. Et donc tu les comparais effectivement au dragon, plus classique. Alors après, le dragon a beaucoup évolué dans notre façon d'envisager le dragon aussi en Europe. Tu me parlais, je sais plus lequel, on avait discuté. T'avais trouvé un dragon avec un nom. Ro. Ro. Qui est encore une fois un dragon, je crois, qui il vit à La Rochelle ou sur les côtes rochelaises, qui se cache dans des grottes, et qui il me semble qu'à marée montante, il s'attaque aux gens. Mais clairement, l'idée ici, c'est de prévenir les gens, allez pas près de l'eau, parce que vous allez mourir, il va vous arriver des choses horribles. Alors, encore pareil que pour les sirènes, il y a pas de c'est difficile de trouver un dragon qui a un nom, à part Ro. J'en connais pas beaucoup. Les yokai, encore une fois, vont être vraiment localisés, et ils vont avoir un nom et un caractère assez spécifique. Ce que j'aime bien avec les dragons, c'est
la façon dont on explique la genèse des dragons, il y a plusieurs choses pour ces dragons-là. C'est bon, bah, vous approchez pas de l'eau. Mais il y a aussi cette théorie qui dit que à un certain moment, les gens ont vu des squelettes de dinosaures et se sont dit qu'est-ce que ça peut être? Un dragon. J'aime beaucoup cette histoire-là. Mais en même temps, ça pourrait être tous les squelettes, parce que je sais pas si vous avez vu un squelette de cheval, ça a l'air quand même beaucoup plus effrayant qu'un cheval vivant. Puis on se rappelle, on l'avait traité, mais on a trouvé beaucoup de squelettes de sirènes au Japon qui ont été soit modifiés pour correspondre à des sirènes, notamment momifiées, soit qui effectivement étaient des créatures qu'une fois qu'on a que les os, ben on se pose des questions et on se demande ce que c'est, quoi. Le dernier que tu nous avais mis dans la liste, c'est le kappa et le kelpie. J'avais jamais fait le rapprochement entre les deux, mais c'est vrai qu'avec cette Je l'avais jamais fait non plus, et encore une fois, c'est plus l'histoire. Donc pareil, on est au bord de l'eau et les deux vont vous emporter dans l'eau. Physiquement, ils se ressemblent pas du tout. Par contre, à quatre pattes, je trouve qu'il y a un air quand même dans la couleur, dans la façon de se tenir, un petit peu plus. Tout le monde se ressemble à quatre pattes. T'es pas fier de celle-là. C'est ce que le Shirimé pourrait dire, en fait. Non, et le kelpie, ce qui est intéressant, c'est que ça nous rapproche de la mythologie nordique. Oui. Et il me semble que c'est Lolicante qui en avait parlé il y a pas si longtemps que ça. Elle est dans le chat, elle nous corrigera si ce n'est pas correct. Il y a une série sur Netflix qui visiblement je l'ai pas vue, mais qui visiblement explique la mythologie nordique, et on peut voir des liens avec les yokai. Le kelpie, c'est vraiment un animal, une entité qui n'a pas beaucoup évolué depuis sa création. C'est-à-dire que encore une fois, tout le côté, on enlève les idées païennes pour pouvoir les adapter à l'Occident moderne, et pas passer par là. Donc forcément, on a des créatures qui sont beaucoup plus mythiques et beaucoup plus effrayantes. Et est-ce que tu avais fait des parallèles, toi, Neko, entre des créatures japonaises et des créatures de notre folklore ou d'un autre folklore? Oui, je pense que le plus simple, c'est le fantôme, le yolei au Japon, qui reprend exactement les mêmes caractéristiques que les fantômes d'Occident. J'avais pensé à la Yuki-onna, qui est une femme des neiges qui aspire la vie des voyageurs en montagne. C'est un peu l'incarnation du froid, mais ce côté aspiration de la vie fait un peu penser aux succubes, tout à fait, aux vampires, même s'il n'y a pas morsure a priori. Quel autre? Bon, les dragons évidemment, c'est abordé, c'est assez évident. Les kappas, moi je les vois un peu comme des gobelins finalement, mais qui vivraient au bord de l'eau et qui attiraient les gens dans l'eau. Après le kappa, alors on n'est pas repassé dessus parce que c'est des sujets qu'on a déjà traités, mais il a ce folklore très spécifique d'avoir une assiette là, avec de l'eau à l'intérieur, que quand il se baisse, l'eau sort et puis il n'a plus de pouvoir, et puis il a cette fâcheuse tendance à aller chercher une bille que vous avez. On a une petite obsession anale quand même sur certains yoko, qui va aller vous chercher dans le derrière, effectivement. Mais il a un lore très particulier que là, je ne retrouverai pas dans d'autres cultures, personnellement. Donc il y a à la fois cette propension à avoir ce qu'on voulait mettre en exergue aujourd'hui, entre les yoko et les créatures de notre folklore qui vont se retrouver sur certains points, et puis on va avoir des spécificités au lore japonais qui est déluré, c'est le mot que j'ai envie d'employer, sur certaines créatures, entre autres le kappa, le karakasakozo, on a le lécheur de baignoire, enfin voilà, on est sur des trucs qui moi sont au-dessus de tout ce que je peux connaître d'autres. Donc c'est ce qu'on voulait mettre en exergue aujourd'hui. Est-ce que vous avez un autre point à ajouter sur cette partie, sur le parallèle entre notre folklore et le folklore japonais? J'en ai un petit.
c'est sur le folklore occidental, il a souvent été utilisé pour des récits héroïques en vue de promouvoir la religion. Il me semble que c'est Saint-Michel qui aurait tué un dragon à Paris, quoi, à Lutèce à l'époque, et qui serait devenu saint pour cette raison. Et du coup, les créatures folkloriques européennes revêtent souvent plus un rôle d'antagoniste. Enfin, moins maintenant parce qu'on a réexploré un peu le folklore occidental. Mais j'ai l'impression qu'il y a souvent ces caractéristiques négatives, alors que dans le folklore japonais, finalement, ils sont assez neutres. Ils peuvent être ambivalents, ils peuvent être tantôt cruels, tantôt bienveillants. Cela dépend des circonstances. C'est une nuance de gris. Voilà. Mais ils sont humains. Oui, c'est ça. Ils ont leurs humeurs. Ils peuvent être les Tengu même, peuvent être très gentils, peuvent être très méchants. Finalement, ils sont autant affectés par les humeurs qu'on peut l'être en tant qu'être humain. Et c'est ça qui est intéressant aussi à propos du lore japonais. La prochaine étape dans notre parcours du jour, on est très sérieux aujourd'hui. On sera un peu moins sérieux après, on va essayer. L'évolution des mythes. Et on en parlait tout à l'heure. La création des mythes au Japon continue. Nous, un peu moins. On a des légendes urbaines qui se transmettent. Je me souviens de celles d'Épicure dans les cinémas, ce genre de choses. On est vraiment sur des choses qui font peur. Alors qu'au Japon, effectivement, on va avoir la turbo-mémé. On en a parlé. On parle de dandadan dans le chat. La turbo-mémé, c'est quoi? C'est une mémé qui vous dépasse quand vous roulez. Mais elle roule pas sur quelque chose, en fait. Elle court juste très, très, très vite et elle passe à côté de vous. Et visiblement, ça suffit à faire une légende au Japon. Voilà. Donc, nous, en tout cas, ce que tu m'avais envoyé, c'était le Slenderman, effectivement. Slenderman, créature née d'Internet. Ouais. Je crois que c'est une des toutes dernières créatures qui a été créée en Occident. C'est une creepypasta et c'est ce qui se passe énormément chez nous en ce moment où on crée juste des creepypasta. Ce qui est assez dommage, c'est qu'il n'y a pas l'idée de c'est vrai. C'est-à-dire que quand quelqu'un entend je vais te raconter une creepypasta, on sait tout de suite que c'est faux. Le Slenderman, ce qui est assez intéressant, c'est parce que ça a eu beaucoup de succès. Du coup, ça a créé un nouveau personnage qui maintenant vit tout seul, vit en dehors de la creepypasta. Il y a quelque chose que je pense qu'il faut dire aussi, c'est l'appréhension des fantômes et des monstres a énormément changé depuis le début du XXe siècle, quand on a eu l'électricité et qui faisait plus noir partout la nuit. Les gens sont passés c'est mon interprétation, mais je pense que les gens sont passés d'un besoin de légende pour pouvoir prévenir de quelque chose à un besoin de légende pour pouvoir se divertir. C'est au début du siècle qu'il y a eu toutes ces séances de spiritisme et tout ça, où là vraiment, à partir de ce moment-là, c'est devenu un divertissement. Les monstres sont devenus des divertissements plus que des choses dont on a peur. J'ai pas peur de croiser le Slenderman le soir quand je suis dans la rue. Neko, il a peur. Tu devrais. C'est peut-être Neko qui se cache. Est-ce que tu as peur de croiser la Kuchisake Onna ou la turbo-mémé? Kuchisake Onna, yes. La Kuchisake Onna, on rappelle, c'est cette femme au sourire d'ange qui le cache derrière un masque. Mais ça, c'est marrant, ça fait partie justement du lore qui a été inventé au Japon récemment. La Kuchisake Onna, donc on a la femme au sourire d'ange qui porte un impair beige, c'est très précis la légende, attention, et un masque chirurgical. Et elle vous attend dans la rue et elle vous demandera si vous la trouvez belle. Et si vous dites non, ou si vous dites oui, enfin vous allez mourir. Grosso modo, c'est comme ça que la légende se passe. Il n'y a pas trop le choix de toute façon. Mais ça fait partie du lore qui a été inventé dans les années à peu près 70. Même s'il y a des traces d'une femme au sourire fendu qui viendrait du Moyen-Âge, le lore vraiment de cet impair beige, etc., bien sûr, il est né plus récemment. Donc il y a des exemples aussi de création de lore au Japon. Donc on parlait de la turbo-mémé, on parlait de la Kuchisake Onna. Et vous avez certains objets, notamment les Tsukumogami, on en parlait tout à l'heure, les objets qui sont habités par une âme, qui sont effectivement inventés avec des objets
du présent. Alors, à savoir que pour devenir un Tsukumogami, il faut que l'objet ait 100 ans d'existence. Et avec la culture qu'on a aujourd'hui de jeter beaucoup les objets, un objet qui a 100 ans d'existence, c'est très rare. C'est de plus en plus rare. Et on en revient à ce qu'on pensait tout à l'heure, qui est que finalement, les légendes sont souvent là pour nous apprendre des leçons. Qu'elles soient... Oui. Et il y a aussi au Japon des légendes plus récentes qui ont l'inspiration occidentale. Je pense à Okukure-san, qui est une espèce de planche Ouija, qui est l'adaptation de la planche Ouija au Japon, qui est arrivée à l'ère Meiji. Donc l'ère Meiji, c'est fin 19e, début 20e siècle. Et c'est comme pour la planche Ouija, en fait, c'est pour poser des questions aux morts, quoi. Et sauf que l'incarnation, c'est pas, on va pas parler à un fantôme ou plus récemment, on parlait à des démons dans les œuvres de fiction. C'est un espèce de kitsune, mi-chien, mi-tanuki. Tanuki, c'est les chiens vivrains, ça ressemble un peu à ce truc-là. Avec des grosses boules. Mi-chien, ouais. Ne Oui, pas c'est oublier ça. les gros testicules du tanuki, c'est très important. Faut pas les oublier. D'accord, as-tu quelque chose à rajouter? Ouais, non. Sur le Slenderman aussi, c'est je pense qu'il y a une certaine globalisation, mondialisation de la culture en ce moment, et du coup, j'ai l'impression que le Slenderman est très très influencé par les yokai d'une manière générale, où il y a de moins en moins cette différence. Si on prend l'exemple de The Ring, le film, c'est devenu un monstre aussi yokai que occidental maintenant, donc c'est quelque chose c'est assez, je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer, pour voir ce qui va donner les nouveaux monstres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de yokai qui vont maintenant être créés en Occident parce que c'est la façon dont la culture fonctionne. On est en train d'avoir la même culture. De plus en plus, quand on fait des recherches sur les yokai, on s'aperçoit que il y a une première légende qui va venir du Japon, et puis il va y avoir une autre épaisseur de légende qui va arriver en Europe, en fait. Donc on va créer nous-mêmes du lore qui est européen, mais qui est basé sur du lore japonais. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez tentaculaire et qui risque de donner, comme tu le dis, des divergences, des digressions dans les années à venir. Ouais. J'avais prévu un espace pour vous, discussion libre, si vous avez des questions, si vous avez des choses à ajouter sur ce qu'on vient de dire. On a un petit micro, n'hésitez pas. En attendant, on peut meubler. On est fort pour meubler à la librairie Yokai. On meuble beaucoup. Mais vous qui écoutez la librairie depuis combien de temps? Moi, Début Depuis le début. Depuis le début. Depuis Wow. le premier épisode. Le premier, comment Ouais. tu nous as trouvé? J'en ai aucune idée. Je me souviens plus du tout. Non, je pense que à l'époque, j'écoutais énormément de podcasts comme le bureau des mystères, qui nous manque à tous. Et donc en cherchant, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près comme ça que je vous ai trouvé. Une écho Oui, c'est via l'épisode du bureau des mystères. Ouais. On a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont rejoints grâce à eux. On les remercie chaudement. Ouais. Et donc, depuis, je suis fan de yokai. J'arrête pas. J'ai des décorations en thème des yokai. Je fais des musiques sur les thèmes des yokai. Je suis complètement fou. Je suis possédé par un bakeneko. Voilà. Le bakeneko, c'est un chat fantôme. Un chat fantôme qui a fâcheuse tendance à casser des trucs et à foutre le feu avec sa queue. Voilà. Petite obsession pour les queues aussi au Japon. Ouais, Donc vous qui écoutez depuis si longtemps, quelle a été votre évolution de perception du yokai? Est-ce que vous connaissiez avant de découvrir le podcast déjà? Parce que moi, je vous avoue qu'avant de commencer le podcast, je connaissais pas. Moi, je connaissais pas du tout. Et je pense que le podcast est arrivé aussi avec une certaine mode en Europe de la culture japonaise, qui est maintenant beaucoup plus ancrée qu'il y a quelques années. Ça fait combien de temps que vous le faites? 5 ans. Oh.
Alors, je connaissais les yokai, mais via les films de Miyazaki, enfin les Ghibli en fait, parce que c'est pas un Miyazaki, c'est Pompoko, où il y a plein de yokai dedans. Enfin, ça parle de tanuki, et les tanuki sont des yokai. et oui, donc je connaissais le terme avant, et c'est après, en creusant, et puis c'est tentaculaire, on commence à s'intéresser à un yokai, et puis après on en trouve un autre, on en trouve un autre, on en trouve un autre, on trouve des tas d'images, et c'est passion yokai. Passion yokai. Du coup, est-ce que vous avez le temps de réfléchir un peu? Est-ce que quelqu'un a une question? Monsieur. Bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport au folklore plus ou moins local, parce qu'on parle beaucoup des légendes des yokai au Japon comme quelque chose de national, global. En tout cas, c'est l'impression que ça renvoie. En France, on a aussi du folklore, mais du coup, un peu plus local, j'ai l'impression. Par exemple, vous avez parlé du dragon à La Rochelle. En Bretagne, on a des korrigans. Ça m'a fait penser d'ailleurs les yokai un peu aux korrigans, c'était un peu de malice et de piège. Est-ce que ces histoires de yokai au Japon, il y a aussi une notion de plus ou moins régionale, ou en tout cas de plus ou moins populaire selon la région? Oui, clairement. Par exemple, sur le Kappa, on a même des déclinaisons. C'est-à-dire qu'en général, on va retrouver le même phénomène que ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que on va avoir des choses qui prennent racine dans plein d'endroits différents, mais qui sont similaires, pour une raison qu'on ne s'explique pas forcément. Et en fait, plus le folklore va grossir, plus ça va s'agréger. Et il va y avoir des généralisations. Le Kappa, par exemple, dans l'est du Japon, il est vert. Il a des petits cheveux, il a son assiette là. Et puis si vous allez dans l'ouest du Japon, il est marron, il est poilu. Donc c'est plus un singe en fait. Donc il y a clairement une régionalisation du yokai. C'est juste que nous, comme on traite d'un yokai en général, je sais pas, vous êtes auditeur ou pas? Non. Quand on va traiter, en fait, on va avoir une section qui est dédiée aux régionalisations. On va donner en fait les variations qu'il peut y avoir d'une région à l'autre, quand elles sont importantes, assez importantes pour les traiter. Mais sur certains yokai, c'est clair que c'est quasi le même nom, mais pas la même créature, ou à la même créature et pas le même nom. Il y a une forte régionalisation, effectivement, au Japon. Bonjour. Bonjour. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, comme quoi Slenderman serait la dernière invention de monstres en Occident. Et en vérité, je suis pas exactement d'accord parce que déjà dans le collectivisme internet occidental, on a créé notamment les backrooms, tout ça. Les SCP, c'est encore autre chose à mon sens parce que ça s'inspire moins d'un côté horrifique. C'est un différent type d'horreur. Là où les backrooms, c'est plus une horreur existentielle du monde dans lequel on vit actuellement. Donc avec toute une esthétique basée pour les backrooms sur des liminal space, des endroits uncanny qui n'existent pas mais en même temps ressemblent à quelque chose de quotidien et effrayant. Et il y a beaucoup de gens qui sont amusés à créer des monstres qui vivent dans les backrooms en fonction de l'environnement et qui, pour certains, représentent des choses horribles, genre The Party, là, il y a un étage des backrooms où c'est une sorte de grande piscine à boules géante McDonald's, et où il y a des sortes d'invités qui poursuivent les gens pour les inviter à la fête. Et moi, j'y vois quelque chose comme les invitations des managers au team building qui sont une création de monstres modernes en soi, selon moi. Tout à fait d'accord. Et je repense à une légende aussi qui doit être plus récente que Slenderman, qui est Dave. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tweetos. Ah oui. Qui racontait, et on a eu notre propre version en France, pas avec Dave, mais avec François Descraques, qui avait un compte anonyme où il racontait toute une histoire. Donc il y a eu des développements, effectivement, peut-être pas de monstres, mais en tout cas d'histoires horrifiques. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, oui. Quelqu'une? Bonjour. Bonjour. Alors, désolé, je suis arrivé en plein milieu de l'émission. Est-ce que vous avez parlé d'Iron Fist? De quoi? D'Iron Fist, la série Netflix. Non. Excellent. Donc, ce que je vais dire n'a peut-être pas déjà été dit. Dans Iron Fist, parmi les nombreux défauts que j'ai trouvés à cette série, il y en a un qui m'a particulièrement agacé, c'est la représentation du dragon,
qui est représenté comme une épreuve que Monsieur Iron Fist doit surmonter afin de gagner le Iron Fist. Voilà. Sauf qu'en fait, ça se passe au Tibet, donc a priori, sans forcément connaître les comics, je pense qu'on est peut-être plutôt sur une figure asiatique du dragon. J'aurais pas vu les dragons asiatiques comme nécessairement étant une épreuve à surmonter de la même façon que le dragon de Saint-Michel pourrait l'être, mais peut-être plus comme un espèce d'allié, comme un espèce de peut-être de maître. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que on peut dire que Iron Fist c'est nul à cause de ça ? Déjà, quelle est votre opinion sur le sujet ? Déjà, bravo d'être allé au-delà du premier épisode. Moi, j'ai pas pu. Clairement, c'était compliqué. C'était très compliqué. Est-ce que tu veux, parce que c'est toi qui avais traité le dragon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, j'ai pas vu. Iron Fist. Ne le regarde pas. Ouais. Non. Pour les dragons, c'est compliqué parce que c'est un lore qui est tellement grand et qui est tout le temps en constante évolution. C'est difficile de les catégoriser dans une seule. Mais après, je suis d'accord avec vous qu'effectivement, je le verrais plus en tant que guide, en tant qu'accompagnement plutôt qu'en tant qu'épreuve. Dans le sens où on ne terrasse pas les dragons en Asie, à ma connaissance, tout comme on peut terrasser un dragon en Europe ou au Moyen-Âge. Oui. Au contraire, en fait, c'est un animal sacré. Au Vietnam, c'est l'emblème du pays. Et en Chine aussi, les dragons sont au contraire érigés presque au rang de dieu, en fait. Donc, ouais, ça me semble bizarre qu'ils le combattent. D'autant plus que dans Iron Fist, l'épreuve, c'est arracher le cœur du dragon. Donc, il y a cette figure de l'écaille qui protège le cœur et il faut récupérer le cœur. Enfin, voilà, quoi. C'est quand même très, très Saint-Michel, quoi. On sent qu'il y a du vécu. Lisa. Et justement, sur la représentation du dragon, dans le prieuré de l'Oranger, il y a plusieurs peuples qui vivent avec des dragons et il y a deux représentations distinctes. D'un côté, il y a des dragons qui sont vécus comme méchants, comme dangereux et qu'il faut combattre, alors que de l'autre, ce sont des alliés complètement et qu'on vénère. Donc, il y a toujours une dualité. Toujours une dualité et je pense que c'est très vrai dans beaucoup de lore, sauf dans le nôtre. Quelqu'une ? Monsieur. Bonjour déjà. Bonjour. Et je suis assez étonné on a parlé pas mal de yokai et je suis étonné qu'il y ait l'absence du patron des yokai que tu disais, c'est le Nolanion. Et je me demandais si avec tous les yoko que tu as fait, si ton idée de qui est le patron des yokai, il a changé. Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de patron. Il est le patron parce que dans la parade nocturne des 100 yokai, il est considéré comme le patron. Mais pour moi, il n'y a pas de yokai qui est au-dessus des autres, si ce n'est peut-être le Gashadokuro, justement, par sa taille. Parce que c'est une créature qui est énorme. Mais c'est un roi, c'est à ça que tu fais référence, d'avoir un roi des yokai, par exemple, quelqu'un qui est... Alors, je ne sais plus si les 100 yokai, c'était Toriyama Sekien, c'est ça ? Non, c'est une légende globale. C'est une légende globale. Il l'a représenté, mais c'est une légende globale. Et je crois que dans l'épisode, tu disais que c'est plutôt le fait que il s'incruste partout et que du coup, c'est ça qui est drôle, le fait qu'il soit le patron. Mais non, c'était plutôt dans le sens où j'avais l'impression que c'était plutôt un yokai que tu appréciais. Quand tu disais que c'était un peu le patron et je me suis demandé si du coup tu avais un côté un peu je vais y arriver, un côté que tu appréciais dans ce personnage-là, et si ça avait évolué avec le temps en te disant quand même que tu en as quand même fait pas mal des yoko depuis, et est-ce qu'il y a toujours une place dans ton cœur, même si par exemple Mathieu n'arrive toujours pas à le prononcer. Le Nolanion, pour replacer le contexte pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un yokai avec une grosse tête en forme de melon asiatique qui vient chez vous, qui fume vos clopes, boit votre alcool et s'installe comme s'il était le patron. Donc c'est le patron de la maison. Oui, il a une place particulière dans mon cœur pour son culot, que je respecte beaucoup. J'aimerais avoir autant de culot des fois, ça pourrait me servir.
Ça répond à ta question? Quelqu'une d'autre avant qu'on conclue? On a répondu à toutes les questions. De toute façon, je reste dans le coin, donc n'hésitez pas si vous ne vouliez pas poser votre question en public. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet enregistrement en live de la librairie Yokai. Merci beaucoup. Merci à Nacker, merci à Neko d'être venu, d'avoir accepté de venir sur cette. Merci à toutes et tous. Je ne vais pas donner des noms parce que je vais en oublier. On n'oublie pas qu'après nous, il y a une table ronde sur la fiction sonore, représentation de la fiction sonore. N'oubliez pas de faire des dons. C'est un festival à entrée gratuite, parce que je fais partie de l'orga. Spoiler alert. Festival à entrée gratuite, mais qui effectivement a besoin de vous pour vivre, pour continuer à exister. N'oubliez pas que Podrennes existe aussi. Si vous aimez le festival, n'hésitez pas à venir à Rennes. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour des choses qu'il y avait à faire. Merci bien sûr à la Bellevilloise et à l'équipe technique qui est là-bas et qui nous soutient. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bonjour et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt.